J'ai passé mes 82 années d'existence dans cette immense demeure ancienne, au point qu'elle était devenue une extension de mon propre corps. Je croyais en connaître chaque recoin, des objets oubliés sous les combles jusqu'à la moindre latte du plancher qui gémit sous le pas. Mais quelle erreur insensée! Cette maison, mon refuge, mon royaume d'encre et de papier, cachait au plus profond de ses fondations, là où nul pied humain ne s'était jamais posé, un secret immense, têtu, que même moi j'ignorais. Si le destin, ou peut-être cette fuite d'eau traîtresse tombant du plafond, ne m'avait pas forcé à descendre dans les ténèbres de cette cave maudite, le fardeau dissimulé dans ses murs, ce silence verrouillé, serait resté à jamais ensevelé dans la moiteur tranquille de la terre. Le voile de ce mystère s'est levé un jour gris, celui où un déluge effroyable s'abattit sur la petite ville d'Honfleur, comme si le ciel s'était fendu en deux. Tandis que le tonnerre faisait trembler les vitres, mes pensées n'étaient tournées que vers une seule chose, savoir si cette vieille demeure, que feu mon mari Henri avait jadis bâtie avec tant de fierté, en me disant « C'est notre forteresse, Madeleine, aucune tempête ne pourra la battre », pourrait encore résister à cette nouvelle épreuve. Au début, je n'avais guère prêté attention à la petite fuite qui s'était formée dans l'angle le plus éloigné du plafond de la cuisine. Une simple goutte à goutte tombant en cadence dans une bassine. Mais lorsque j'en suivis la trace, je compris rapidement, le cœur serré, que l'humidité venait de la plus ancienne et la plus épaisse des murailles, celle où passaient les canalisations principales menant à la cave. Je savais désormais qu'il ne me restait plus d'autre choix que de descendre là-bas, dans cet endroit sombre et étouffant que je n'utilisais d'ordinaire que pour entreposer mes conserves et mes pommes de terre. Dès qu'on y mettait le pied, l'air y devenait si lourd de moisissure qu'il évoquait une tombe froide, un lieu où même le silence semblait humide. J'ai pris ma grande lampe de poche et me suis engagé sur les marches de bois grinçantes, une à une. La lumière blafarde peinait à fendre l'obscurité. Elle glissait seulement sur les meubles recouverts de draps blancs, pareils à des linceuls, et faisait danser sur les murs des ombres étranges, vacillantes, comme des fantômes du passé. Tandis que je cherchais l'origine exacte de la fuite, concentré sur le ruissellement des murs, le faisceau tremblant de ma lampe accrocha à un recoin du sous-sol. Juste derrière l'ancien espace à charbon, un renfoncement que je n'avais jamais remarqué ou que j'avais totalement oublié. Là, dissimulé maladroitement sous une barche sale et rongée, se trouvait un objet bas et massif. Pendant un instant, tous les sons semblèrent s'éteindre, sauf le goutte à goutte régulier et ma propre respiration devenue haletante. La lumière révéla sur le bois humide des motifs sculptés, complexes. Je compris aussitôt que ce n'était pas un meuble ordinaire, mais un coffre ancien, presque soudé à la terre, ses ferrures rongées par la rouille. En approchant ma main tremblante vers lui, je sentis le contact glacé et visqueux du bois gorgé d'eau, et surtout son immobilité. Ce coffre ne bougeait pas d'1 millimètre. Il semblait enraciné, scellé délibérément dans le sol, comme si quelqu'un avait voulu qu'il ne soit jamais déplacé. Mon regard fut tapé par le lourd cadenas noirci qui fermait le couvercle. Malgré les années, il tenait encore bon, défiant le temps. On aurait dit qu'il avait été posé là, non pour protéger son contenu des voleurs,
mais du temps lui-même et des curieux comme moi. Je demeurais pétrifié. Henri et moi avions bâti cette maison pierre par pierre et nous en avions planifié chaque détail ensemble. Qu'un objet aussi étrange ait pu se trouver enfoui si près des fondations sans que j'en aie jamais eu connaissance me semblait impensable. Pourquoi Henri aurait-il caché une chose pareille à sa propre femme? Cette pensée me transperça le cœur comme une lame glacée. Le bruit de l'eau, désormais lointain, résonnait comme un murmure venu d'un autre monde. Dans cet air saturé d'humidité, la peur fit peu à peu place à une curiosité brûlante, irrésistible. Quoi qu'il m'en coûte, je devais savoir ce que la terre gardait si jalousement. Découvrir ce secret était devenu, à cet instant précis, la mission la plus urgente et peut-être la plus dangereuse de mes 82 ans d'existence. Je m'acharnais sur la serrure, non pas sur le coffre massif, mais sur cette plaque de métal rouillée, froide et minuscule qui ne prenait guère plus de place qu'une paume de main. Quand je tirais de toutes mes forces, mes articulations me lancèrent une douleur vive. Pourtant, la serrure, qui semblait s'être fondue au bois du coffre pour n'en faire qu'un, ne bougea pas d'1 millimètre. Cette résistance, nette et immobile, n'était pas l'œuvre de ma faiblesse. Elle signifiait clairement que la serrure avait été posée là pour ne jamais être forcée. La lampe vacillante près de mes yeux éclaira la masse de métal corrodé. Sous la croûte de saleté et de rouille, je distinguais à grand-peine un motif gravé, un étrange emblème ou sceau dont le sens m'échappait totalement. Ce n'était pas une simple serrure de quincaillerie que j'aurais vue dans la caisse d'outils d'Henri ou derrière la vitrine du dépôt du village. C'était un mécanisme ancien, sophistiqué. Oubliant un instant la fuite d'eau et l'urgence qui m'avait mené là, mes yeux cherchèrent dans le sous-sol quelque instrument, un lourd marteau, un burin, un pied de biche, capable de venir à bout de ce métal obstiné. La volonté de connaître ce qui se trouvait dans le coffre s'était muée en une obsession brûlante, irrationnelle. Je mis la main au fond de l'étagère et en retirai un énorme maillet dont le manche, gorgé d'humidité, collait presque à ma paume. D'un geste libérateur, comme pour frapper toute ma colère, je levai l'outil et l'abattis de toutes mes forces sur le centre du cadenas. Le bruit sourd et métallique résonna contre les murs froids de pierre, mais tout ce que j'obtins fut une mince éraflure. La serrure, comme moqueuse, demeurait inchangée. Essoufflé, la sueur me brûlant les yeux, j'eus le cœur serré par la reconnaissance amère que la force brute me suffirait pas. Ce coffre ne céderait pas à mes coups.
Il avait été pensé pour résister et seulement un dispositif conçu dans la même logique pouvait le déverrouiller. Autrement dit, la clé, la seule clé, se trouvait forcément quelque part dans cette maison soigneusement dissimulée par celui qui avait inventé tout ce stratagème, très probablement Henri. Le maillet glissa de mes mains et heurta la terre humide du sous-sol avec un bruit étouffé. Ce son me rappela à quel point mon assaut avait été vain. La serrure ne s'ouvrirait qu'avec la clé idéale, celle que j'étais désormais certaine qu'Henri avait rangée à l'abri, peut-être dans un endroit plus sûr encore que le coffre lui-même. Je parcourus le sous-sol du regard, comme si ma lampe était une loupe. Jusqu'alors, tout m'avait paru n'être qu'un bric-à-brac inutile, fissures dans les murs, filets de pêche d'Henri, caisses en bois empilées. Mais soudain, chaque objet devint suspect, chaque repli, un potentiel refuge pour la clé. L'idée de dénicher une si petite caisse, enfouie parmi tant de poussière et de souvenirs, me parut plus folle et plus désespérée que de forcer le coffre. Mon regard se fixa sur la vieille mallette d'outils bleus d'Henri, posée avec soin dans un coin du rayon, usée, mais étonnamment intacte. Il y ouvrait rarement le couvercle de son vivant, et quand je demandais ce qu'il contenait, il répliquait toujours d'un air évasif « Ce n'est pas pour toi, Madeleine, laisse tomber ». L'idée que cette boîte renferme, au-delà de clous et de vis, la première piste, peut-être même la clé elle-même, ranima une petite flamme d'espoir dans ma poitrine. Je m'approchai à pas lents, comme si je craignais d'éveiller quelque bête endormie. Le grincement de la languette rouillée me coupa le souffle. En soulevant le couvercle, l'odeur froide du métal et de l'huile me parut si vivante qu'elle semblait matérialiser Henri lui-même. Et pourtant, quand j'éclairai l'intérieur, il n'y avait ni clé, ni message, seulement ces tournevis usés, des écrous et quelques clous rongés par le temps. Rien qui ressemble à une cache d'un secret. La déception m'immobilisa un instant, mais je me ressaisis. Si la mallette ne contenait rien, cela ne faisait que confirmer l'hypothèse qui me brûlait. Henri avait choisi pour protéger ce secret une cachette beaucoup plus subtile et ingénieuse. Résolu, je détournai de nouveau la lampe vers les autres recoins du sous-sol, désormais convaincu que la moindre parcelle de poussière pouvait dissimuler la clé que je cherchais. Lorsque je refermai le couvercle de la vieille mallette bleue et rouillée d'Henri, écrasant ma déception d'un geste lourd, j'acceptai avec amertume que tout cela était l'œuvre d'un plan bien plus complexe et profond que ce que j'avais imaginé. Mon mari n'aurait jamais commis l'erreur grossière de laisser la clé dans une boîte si évidente. Celui qui avait enfoui ce coffre avait pensé chaque détail pour garantir le secret. Balayant du faisceau de ma lampe le sol humide et couvert de mousse, non plus dans l'espoir naïf d'y trouver une clé, mais à l'affût de la moindre anomalie, mon regard se figea sur une brique à gauche de l'escalier qui, contrairement aux autres pierres, paraissait taillée plus régulièrement, son mortier à demi effrité, comme si on l'y avait ajoutée après coup et qu'elle n'appartenait pas à l'ensemble. Ignorant un instant la fatigue de mes 82 ans, je m'agenouillai. Mes doigts tremblants longèrent les bords de cette brique qui, au toucher, était plus lisse que les pierres rugueuses alentour. Au bout de mes doigts, une petite fente presque imperceptible, dissimulée avec un art consommé, se devina dans la partie supérieure où le mortier aurait dû remplir l'espace. Mon cœur se mit à battre à toute vitesse. Avec la pointe d'un vieux burin rouillé décroché de la caisse à outils, je commençai l'opération non pas avec force, mais avec une patience minutieuse. D'abord une résistance obstinée, puis, après quelques secondes de persévérance, une lente détente.
la brique cédait millimètre par millimètre. L'excitation brûlante de sentir que j'étais si près du but parcourut mes veines. D'un ultime effort, j'ôtai la brique et la déposai sur la terre humide. La lumière de ma lampe dévoila alors, au cœur de l'épaisseur du mur, une cavité étroite, taillée juste assez pour une main, une cachette parfaitement conçue. En son centre reposait un petit paquet, enveloppé soigneusement dans une bâche huilée, comme si l'on avait pris grand soin de le préserver de l'humidité. La clé que j'espérais, pensai-je. La lampe n'éclairait pas totalement la noirceur tapissée d'arachnides de la cache. Ma main resta suspendue un instant. Le froid humide de la pierre sous mes doigts, la pensée d'atteindre peut-être la première preuve tangible du secret que Henri m'avait dissimulé, me glaça d'un vertige. Un frisson paralysa mon corps. Retenant ma respiration et étouffant le bruit sourd de mon propre cœur, je rassemblai mon courage et glissai ma main dans l'étroite anfractuosité, frottant mes doigts contre la paroi froide et humide. Le contact me surprit. Là où la pierre était rugueuse, le paquet était doux, étonnamment glissant. La bâche huilée collant légèrement sous mes doigts, une sensation aussi nette qu'un éclair. Je saisis le paquet comme on écarterait un insecte venimeux, vite, mais avec une infinie précaution, et le tirai hors de sa cache. Il tenait dans ma paume, petit, suffisamment léger pour contraster avec le poids de son secret. Malgré les années d'humidité, la bâche gardait son pouvoir protecteur. Sous la lumière, je constatais que l'objet n'était pas seulement enveloppé d'une toile huilée, mais il était solidement ligoté d'une corde de jute, nouée avec la patience d'un marin. Les nœuds, secs mais serrés, témoignaient d'un soin extrême. Cette attention montrait à quel point ce qu'il renfermait devait être protégé non seulement de l'eau et de la terre, mais du temps lui-même et des curieux. Aucun doute ne subsistait dans mon esprit que ce petit paquet contenait la clé qui ouvrirait la massive serrure rouillée du coffre, la clé capable de m'entrouvrir la porte sur ce monde inconnu que Henri m'avait caché. Il ne restait plus qu'un seul obstacle, trouver le courage de défaire ce paquet huilé et de découvrir si à l'intérieur se trouvait bien la clé tant espérée ou quelque autre message, plus étrange, plus sinistre, que mon mari avait jugé bon de me laisser. Mes doigts tremblants, ces doigts que la vieillesse et le rhumatisme avaient tordis au point que j'avais du mal à enfiler un fil dans le chat d'une aiguille, s'acharnaient seconde après seconde à dénouer le nœud pétrifié qu'Henri, des années auparavant, avait serré de ses mains fortes et jeunes. Chaque tentative me rappelait l'étendue de mon impuissance. Mes ongles se pliaient contre les fibres dures de la corde, et le nœud, implacable, semblait se moquer de mes efforts dérisoires. Lorsque j'acceptai qu'il me serait impossible d'en venir à bout, je compris que cette difficulté faisait elle aussi partie du plan savamment conçu par mon défunt mari. Pour atteindre son secret, la curiosité seule ne suffisait pas. Il fallait l'intelligence, l'observation
et l'usage de ce qui m'entourait. Mon regard tomba alors sur le vieux burin de fer, celui-là même que j'avais utilisé pour desceller la brique. Il gisait à mes pieds, sur la terre humide. Rassemblant mes dernières parcelles de patience, ignorant le froid du métal contre ma paume, j'en glissais la pointe sous la corde, juste sous le nœud, avec précaution pour ne pas abîmer le contenu du paquet. Lentement, avec une détermination calme, je fis pression. Les fibres résistèrent puis, une à une, cédèrent. Quand la dernière rompit dans un petit bruit mat, semblable à un soupir, je poussai un long souffle de soulagement. Plus rien ne me retenait désormais. Mes mains tremblantes, fébriles comme celles d'un enfant pressé d'ouvrir un cadeau, s'emparèrent de la toile huilée et je la déployai avec avidité. La lumière de la lampe, glissant sur la dernière couche du tissu, révéla enfin ce que j'attendais, ce que j'espérais. Une clé, une grande clé de fer, lourde, presque noble dans sa rusticité, couverte de motifs torsadés que la rouille n'avait pas su dévorer. Je n'eus pas besoin de réfléchir, c'était elle, la clé du coffre, celle du cadenas géant qui m'attendait dans l'ombre du sous-sol. Le poids froid et rugueux du métal dans ma paume n'était pas seulement celui du fer, c'était celui du secret d'Henri, du poids des années de silence, peut-être des trahisons, et de ce destin obscur enfermé dans le coffre qui m'attendait. Je sentis mes articulations protester sous l'effort, mais l'excitation brûlante de la découverte submergea toute douleur. Je me redressai lentement, le souffle court, la lampe tremblante à la main, et serrant la clé comme un fragment de fer incandescent, j'avançai vers l'autre bout de la cave, là où m'attendait le coffre, silencieux et arrogant, comme une sentinelle du passé. Devant lui, je m'agenouillai, encore une fois, ignorant la morsure de mes vieux genoux contre la terre humide. L'air sentait la moisissure et le fer rongé, une odeur lourde, presque suffocante. La lampe, posée à même le sol, projetait sur le cadenas mes maladroits coups de marteau, traces de ma vaine tentative précédente. À présent, face à la clé que je tenais, ce même cadenas paraissait soudain fragile, presque docile, comme s'il attendait son heure. Mon cœur battait si fort qu'il emplissait mes oreilles. Je craignais de laisser échapper la clé, mes doigts moites glissant sur le métal. Avec la lenteur d'un rite, je guidai l'extrémité sculptée vers la fente étroite, à peine visible sous la couche de rouille et de poussière. Millimètre après millimètre, retenant mon souffle, j'alignais la clé à l'ouverture. Son entrée dans le trou, scellé depuis des décennies, produisit un grincement aigu, métal contre métal, rouille contre rouille, un son si vif qu'il fit vibrer l'air du sous-sol. Puis enfin, je sentis la clé s'enclencher parfaitement avec un clic net et profond, comme un os revenant à sa place d'après des années d'exil. À cet instant, celui où ma main, unique lien entre la clé froide et rouillée que je tenais, et le grand coffre de bois tapi dans l'ombre humide de la cave, sembla se figer,
paralysé par une force étrangère à ma volonté, je compris. Tourner cette clé, briser ce sceau de silence, ouvrir la porte du secret qu'Henri avait tant peiné à enfouir loin de moi, c'était franchir un seuil d'où je ne reviendrais pas. C'était l'acte qui, peut-être, bouleverserait à jamais ce qu'il me restait de vie. Mais la curiosité brûlante accumulée dans mon cœur prit le dessus sur la peur glacée. Rassemblant les dernières forces d'un corps usé par 82 années, je m'appuyai de tout mon poids sur la clé. D'abord, le mécanisme résista, figé par des décennies de rouille et de temps, les engrenages soudés les uns aux autres dans un refus obstiné. La résistance fut si brutale qu'elle faillit me tordre le poignet. Au bord du renoncement, dans un sursaut de désespoir, je fis pivoter la clé d'1 millimètre dans l'autre sens, puis revins de toutes mes forces. Alors, dans le silence épais du sous-sol, un craquement monta, profond, grinçant, comme un os qui se brise après des années d'immobilité. La serrure céda peu à peu, dans un cri métallique atroce. Puis vint un bruit sourd, sec, implacable. Clang! Comme si une porte de fer venait de se refermer quelque part dans les ténèbres. La clé tourna soudain dans le vide et le lourd cadenas, libéré de la tension accumulée pendant des décennies, sauta de son anneau, rebondissant mollement contre le bois du coffre avant de retomber sur le sol. Je le pris, inutile désormais ce gardien du silence, et le déposai sur la terre humide. Son choc, sourd, résonna dans mes oreilles. Devant moi, plus rien ne me séparait du secret d'Henri, sinon le couvercle massif du coffre, simplement maintenu fermé par son propre poids. Je glissai mes doigts dans la fente étroite du bois, rêche et gonflée d'humidité. Au premier effort, le couvercle refusa de bouger, non par sortilège, mais parce que le bois, imbibé pendant des années, s'était soudé à lui-même comme s'il avait décidé de ne jamais plus s'ouvrir. Alors, ignorant les protestations de mes genoux, j'appuyai encore tout mon souffle, tout ce qu'il restait de moi dans ce geste. Les gonds crièrent. Un son atroce s'éleva, long, aigu, torturé, semblable à la plainte d'un être vivant que l'on forçait à se réveiller. Puis, dans un dernier râle, le couvercle céda, basculant en arrière avec fracas. Le coffre, béant, exhala un souffle d'air ancien, une odeur violente, âcre, où se mêlaient la lavande séchée, le papier jauni, la poussière de naphte et le temps lui-même. Ce n'était pas l'odeur du moisi, ni celle de la terre humide du sous-sol. C'était le parfum piquant d'un passé préservé, enfermé, comme un souffle venu d'une autre époque. Je toussais, les yeux larmoyants, cherchant à distinguer quelque chose dans la pénombre. La lampe éclaira enfin une forme, non pas l'éclat d'un trésor, ni la vision d'un monstre, mais une simple étoffe, un tissu lourd, épais, couvert d'une épaisse couche de poussière grise. Du velours, sans doute, une couverture, posée là pour dissimuler ce qu'elle protégeait. Devant ce drap inerte, je restais figé. Plus rien ne se dressait entre moi et le secret d'Henri, sinon le couvercle massif du coffre, simplement maintenu fermé par son propre poids. Je glissais mes doigts dans la fente étroite du bois, rêche et gonflé d'humidité. Au premier effort, le couvercle refusait de bouger, non par sortilège, mais parce que le bois, imbibé pendant des années,
s'était soudé à lui-même comme s'il avait décidé de ne jamais plus s'ouvrir. Alors, ignorant les protestations de mes genoux, j'appuyais encore tout mon souffle, tout ce qu'il restait de moi dans ce geste. Les gonds crièrent. Un son atroce s'éleva, long, aigu, torturé, semblable à la plainte d'un être vivant que l'on forçait à se réveiller. Puis, dans un dernier râle, le couvercle céda, basculant en arrière avec fracas. Le coffre, béant, exhala un souffle d'air ancien, une odeur violente, âcre, où se mêlaient la lavande séchée, le papier jauni, la poussière de naphte et le temps lui-même. Ce n'était ni l'odeur des moisis, ni celle de la terre humide du sous-sol. C'était le parfum piquant d'un passé préservé, enfermé, comme un souffle venu d'une autre époque. Je toussais, les yeux larmoyants. La lampe éclaira enfin une forme, non pas l'éclat d'un trésor, ni la vision d'un monstre, mais une simple étoffe, un tissu lourd, épais, couvert d'une épaisse couche de poussière grise. Du velours, sans doute, une couverture, posée là pour dissimuler ce qu'elle protégeait. Devant ce drap inerte, je restais figé. Plus rien ne se dressait entre moi et le secret d'Henri. Et pourtant, à cet instant précis, la peur, la curiosité et un vertige presque sacré s'entremêlèrent dans mes veines. Je savais que sous cette étoffe dormait la vérité qu'il avait enfouie dans les fondations même de cette maison et au cœur même de ma propre existence. Alors, irrésistiblement, comme mû par une force plus ancienne que moi, je tendis ma main vers le tissu pour le soulever. Lorsque le bout de mes doigts effleura l'étoffe qui recouvrait le contenu du coffre, un velours lourd, à la fois doux et raidi par le temps et l'humidité, un nuage dense de poussière monta aussitôt, mêlant les senteurs âcres de naphtaline et de fleurs séchées. Cette bouffée m'arracha un souffle et me fit reculer d'un pas. Ce n'était pas un simple drap, mais un voile, une couverture posée sur le passé, comme une peau protectrice entre moi et ce qu'il cachait. Rassemblant mon courage, je saisis le bord rêche du tissu à deux mains et tirai lentement, avec précaution, craignant de déchirer le secret qu'il dissimulait. Le velours semblait lourd, plus qu'il n'aurait dû l'être, comme si du plomb y avait été cousu pour alourdir son silence. Il résistait, dernière barrière entre le mystère et moi. Enfin, dans un froissement grave, presque un soupir, l'étoffe céda et se replia sur elle-même. Le faisceau tremblant de ma lampe s'enfonça au cœur de l'obscurité du coffre et révéla non pas un chaos d'objets, mais un ordre minutieux. Des liasses de papier jauni, soigneusement attachées par de pâles rubans, des photographies aux bords gondolés et, au centre, un carnet de cuir noirci, à la couverture épaisse, usée, mais d'une noblesse sévère. Quand je jetai le tissu froissé sur le sol humide, tout apparut avec une clarté presque douloureuse. Henri n'avait pas enfoui un trésor matériel, mais un trésor de mémoire. Ce coffre n'était pas un coffre à bijoux, mais un coffre à souvenirs,
un archivage méthodique d'un passé qu'il avait voulu sceller, peut-être pour qu'il soit oublié à jamais. Mon regard, sans même s'attarder sur les photos ni les lettres nouées, alla droit à ce carnet. Il trônait au-dessus des autres, comme un souverain silencieux, gardien du reste. Son cuir craquelait, emportait les stigmates du temps, couture rompue, coin émoussé, mais une présence imposante, presque solennelle. Il n'était ni fermé ni verrouillé, et pourtant son mutisme en faisait un livre inviolable. Je sus immédiatement que les réponses que je cherchais commençaient là, dans cette épaisse reliure muette. Quand mes doigts touchèrent le cuir froid et humide, je tressaillis. Il avait la texture d'une peau vivante. Un instant, j'eus l'envie folle de retirer ma main, de ne pas rompre ce long silence. Mais le besoin de savoir fut plus fort. Je pris le carnet entre mes mains, le sortis avec précaution du coffre et l'approchai de la lumière. Sa couverture était nue. Aucune inscription, aucun nom, aucune date. Rien. Cette absence même de mots le rendait plus inquiétant encore. Je pensais qu'Henri, si soucieux de ses secrets, avait dû le protéger, le verrouiller, comme il l'avait fait pour le coffre. Mes doigts parcoururent fébrilement les bords goncelés par l'humidité, cherchant une attache, une boucle, un fermoir, en vain. Le carnet n'avait d'autre verrou que son propre silence. Je sus alors que le seul obstacle entre moi et le secret d'Henri résidait dans ces pages, collées les unes aux autres. Avec lenteur, je glissais mon ongle, comme une fine lame, entre la couverture de cuir et la première page. Mon cœur battait si vite que je crus cesser de respirer. Puis, dans un soupir feutré, la couverture s'ouvrit enfin. Le bruit du papier humide craquant doucement rompit le silence de la cave. La lumière vacillante de la lampe tomba sur la première page, jaunie, tachée, et révéla non pas les traits pâles d'un crayon comme je l'avais imaginé, mais une écriture nette, fluide, tracée à l'encre noire. Une écriture féminine, étrangère, belle. Et à cet instant précis, je compris que ce secret ne m'appartenait pas. La lumière vacillante de ma lampe glissait sur la page jaunie, humide, rugueuse. Et soudain, je compris, avec une clarté tranchante, que ces lettres si fines, si régulières, alignées comme des perles sur un collier, n'avait rien à voir avec l'écriture d'Henri. Lui, dans la main pressée, dessinait des griffondages d'hommes distraits, des mots heurtés, illisibles. Non. Ce que je voyais là, c'était la main d'une autre, d'une femme. Une femme dont j'ignorais tout, la voix, le visage, même l'existence. Et cette révélation glaçante, plus froide que l'air humide de la cave, se diffusa lentement dans mon cœur, comme une lame de glace. Trahison, ou peut-être sacrifice, je ne savais plus. Je rapprochai la lampe jusqu'à presque frôler le papier. L'encre, malgré les années, restait d'un noir profond. Les lettres, d'une élégance presque calligraphique, penchaient avec une perfection étudiée, comme écrites au rythme d'une prière. Ce n'était pas une note jetée à la hâte, mais un texte pensé, mesuré, lourd,
né d'un sentiment extrême, d'un amour dévorant ou d'une haine abyssale. Mes yeux, tremblants, remontèrent jusqu'au coin supérieur de la page. Là, dans une encre noire pâlie, mais encore lisible, une date apparaissait. Et ces dates remontaient à 15 ans avant ma rencontre avec Henri, avant même que je sois devenue sa femme. J'étais alors une jeune fille dans notre petite ville de Honfleur, et lui, il n'était pour moi qu'un nom inconnu, un étranger quelque part dans le monde. Sous cette date, une phrase, courte, tranchante. J'ai du mal à la lire tant mes mains tremblaient. Elle disait « L'échange est accompli, le dépôt est en sécurité. » Je la relus plusieurs fois, comme si c'était une langue étrangère. Que signifiait cet échange? Quel dépôt? Quel lien entre ces mots et ma vie, entre ces lignes et cette maison, entre cette main de femme et le secret qu'Henri avait voulu enfouir? Jusque-là, j'avais imaginé trouver dans ce coffre des choses triviales, des lettres d'amour honteuses, un acte de propriété dissimulant un héritage ou la trace d'une dette oubliée. Mais ce carnet, lui, ouvrait sur un gouffre, celui du passé d'Henri, un passé antérieur à notre rencontre, si lointain, si noir, qu'il semblait appartenir à un autre homme. Ce que je tenais dans mes mains n'était pas un simple souvenir, c'était la première pièce d'un puzzle infernal, trop complexe, trop dangereux pour être compris. Dans la cave silencieuse où le temps semblait figé dans la glace, seules les gouttes d'eau rythmaient le vide. Et les deux mots, échange et dépôt, se mirent à résonner dans ma tête comme deux coups de marteau. Ils pulvérisaient en moi 50 ans de certitude, dynamitaient la fondation même de mon mariage, de ma vie, de tout ce que j'avais cru aimer. Ce n'était pas une trahison banale, c'était un pacte, un acte scellé dans l'ombre, une comptabilité diabolique, cherchant à repousser la paralysie glaciale qui m'envahissait. J'obéis à cette curiosité impitoyable, cette voix intérieure qui me hurlait « Tu dois savoir !» Et, avec des gestes lents et douloureux, je parvins à détacher la première page collée par le temps. Elle se tourna dans un craquement humide, un soupir de papier ancien. Sur la suivante, la lumière révéla quelque chose d'encore plus terrifiant. Pas une confession, pas une lettre d'amour, mais une liste. 2 colonnes tracées d'une main ferme, avec la précision d'un registre comptable. À gauche, des dates lointaines, antérieures même à ma naissance. À droite, des notations brèves, froides, d'une neutralité inhumaine. Pièce 7, caisse 3, le convoi est parti, le porteur a changé. Je relus incrédule. C'était un inventaire, un registre, une comptabilité, non pas de biens, mais de quelque chose d'inavouable. Un crime, un trafic, une opération secrète. L'air me manquait. Je voulais croire que mes yeux mentaient,
que la poussière, la fatigue, la cave me jouaient des tours. Mais plus je tournais les pages, plus l'horreur se précisait. Page après page, les mêmes écritures, les mêmes colonnes, les mêmes mots codés. Des dizaines, peut-être des centaines. Le carnet entier n'était qu'un registre du secret, un document glacial, impersonnel, méthodique, le journal comptable d'une entreprise de l'ombre. Et au centre de ce réseau invisible, dans le silence humide de cette cave, je sentais peser le nom d'Henri. Mes doigts, qui feuilletaient machinalement ces pages humides et collées entre elles, remplies de listes froides et mécaniques, s'arrêtèrent soudain net. Sous la pulpe, quelque chose d'étrange, une épaisseur, un relief inhabituel, un objet dissimulé entre deux feuilles. Le papier à cet endroit n'était plus le même, plus lisse, plus ferme, comme si quelqu'un y avait glissé délibérément un autre document. Je sentis aussitôt qu'il ne faisait pas partie du carnet. Ce n'était pas la main de la mystérieuse femme qui l'y avait placé. C'était la trace d'une autre volonté, peut-être celle d'Henri lui-même. Et cette idée, qu'il est caché là, au cœur de cette comptabilité monstrueuse, un message, une clé, un aveu, me traversa comme une secousse glacée. Je retins mon souffle. Oubliant la lourde présence du carnet sur mes genoux, j'écartai les pages avec une précaution presque religieuse et j'en tirai un petit carré de papier jauni, plié en 4, si fragile qu'il menaçait de se désagréger entre mes doigts. Je le tins un instant dans ma paume tremblante. Mon cœur battait si fort qu'il résonnait jusque dans ma gorge. Du bout de l'ongle, je dépliai lentement les plis cassants du papier, retenant ma respiration de peur que l'encre ne fasse disparaître l'encre. Et là, sous la lumière vacillante, apparut une écriture que je reconnus aussitôt, sans la moindre hésitation. Cette écriture hâtive, brouillonne, que j'avais vue des milliers de fois sur des listes de courses, des notes de travail, des lettres d'amour maladroites, c'était celle d'Henri, mon mari, mon compagnon de 50 ans, mon mensonge de 50 ans. Il avait écrit à la main, sur ce papier enfoui au milieu d'un registre tenu par une autre, deux mots seulement, tracés à l'encre bleue, légèrement délavés, mais encore lisibles. Sois patiente. Je restai figée. Ces deux mots simples, familiers, portaient pourtant le poids d'un gouffre. Ils n'étaient pas adressés à moi. Ils ne pouvaient pas l'être. Ils étaient pour elle, cette femme à l'écriture élégante, celle du carnet. Et comprendre cela, c'était toucher du doigt une trahison plus ancienne que mon propre amour, une alliance conclue avant ma naissance dans sa vie, un pacte scellé bien avant notre première étreinte. Je sentis le froid me gagner, lentement, depuis les doigts jusqu'au cœur. Ce petit carré de papier tremblait dans ma main, prêt à se dissoudre sous mes larmes. Ce n'était plus une découverte, c'était une condamnation. La preuve tangible d'un mensonge dont ma vie entière avait été la façade. Mes yeux, fous de détresse,
passait sans cesse de la calligraphie délicate de la femme à la griffonnade d'Henri. 2 écritures, 2 voix, 2 mondes réunis sur ces mêmes pages. Comment pouvaient-elles cohabiter? Qu'avait-il voulu lui dire? De quelle attente parlait-il? Était-ce un ordre, une promesse, une menace? Et que signifiait ce maudit échange, ce dépôt? Je n'étais plus une épouse, mais un témoin d'une histoire dont je ne comprenais plus rien, sinon qu'elle me détruisait. La présence d'Henri, glissée au cœur même de ce carnet, changeait tout. Ce que j'avais cru être les archives d'une inconnue devenait d'un coup une pièce du puzzle d'Henri lui-même, son œuvre, son secret, son réseau. Chaque document, chaque photo, chaque lettre nouée d'un ruban appartenait désormais à son monde caché. Et ce monde, je le découvrais tard, trop tard, après l'avoir habité toute ma vie sans le voir. Dans le silence funèbre du sous-sol, je restais seule, le billet entre les doigts. Jamais je ne m'étais sentie aussi vieille, aussi ridicule, aussi trahie. L'homme que j'avais aimé avait bâti notre maison sur les fondations d'une autre vie, d'une autre femme, et m'avait laissé vivre au-dessus d'un tombeau de secrets. Ces 2 mots, « sois patiente », résonnaient en moi comme une ironie cruelle. Car ma patience, à moi, venait de s'achever. Je ne pouvais plus me taire, je devais comprendre, découvrir la vérité de ce carnet, de ces listes, de cet échange, de ce passé qui me volait jusqu'à mon présent. Ce n'était plus une curiosité, mais une nécessité. Un combat. Le dernier. Je serrais dans ma main, avec une colère muette et un désespoir brûlant, ce petit papier sur lequel Henri, mon Henri, avait tracé ces 2 mots « Sois patiente », comme s'il me parlait, à moi, à travers le temps et la mort, comme s'il se moquait de ma naïveté. Et tandis que ces mots glacés s'imprimaient dans ma paume, je rassemblais le peu de lucidité qu'il me restait pour tourner la page que ce billet marquait, cette page que je redoutais et espérais à la fois. La lumière tremblotante de la lampe glissa sur le papier suivant, et ce que je découvris n'était pas la suite des listes, ces froides colonnes de chiffres et de codes. Non, c'était bien pire. Sur cette nouvelle page, il n'y avait qu'une seule ligne, une phrase isolée écrite de la même main féminine mais déformée par l'urgence, la peur ou la douleur. L'écriture autrefois régulière tremblait, s'épaississait par endroits, l'encre éclatait en taches sombres, et ces mots terribles occupaient toute la page. Dernier convoi, le dépôt est perdu. Je l'ai lu d'abord sans comprendre. Puis le sang s'imposa, brutal, implacable. Perdu, ce mot retentit dans ma tête comme un coup de tonnerre. Le fameux échange dont il était question, ce dépôt mystérieux, quel qu'il fût, avait disparu. L'ordre d'Henri, « Sois patiente », n'avait servi à rien. Quelque chose s'était effondré. Une tragédie avait clos cette histoire. Sous cette ultime phrase, il n'y avait plus rien, aucun mot.
seulement le vide. Un immense espace blanc d'une pureté terrifiante s'étendait jusqu'à la fin du carnet. Des dizaines de pages vierges, épaisses, jaunies par le temps, mais intouchées, figées dans un silence absolu. Ce blanc m'écrasa plus violemment que n'importe quelle révélation. C'était la fin, le mur infranchissable de ce secret. Le point où la main qui écrivait s'était arrêtée brusquement, définitivement. Et je compris alors que la vérité, tout comme le dépôt perdu, était désormais hors d'atteinte. Ce Charney ne me livrerait plus rien. Son silence était sa réponse. Je restais là, immobile, le carnet sur mes genoux, sentant une vague de désespoir m'envahir. Le poids de la déception, de la fatigue, de l'âge me cloua au sol. Je venais de parcourir les ténèbres d'Henri pour n'y trouver que le vide, un gouffre blanc, un passé effacé. Quand je relevai les yeux, la lampe continuait d'éclairer l'intérieur du coffre, et c'est alors que je les vis, oubliés dans l'ombre, discrets, presque timides, des liasses de papier soigneusement empilées, attachées par des rubans décolorés, à rose pâle, un bleu fané. Elles semblaient venir d'un autre monde, plus doux, plus humain. Des souvenirs peut-être, des lettres, des mots de chair et de cœur à la place des chiffres et des codes. Un frisson d'espoir, fragile et hésitant, traversa ma poitrine. Je posai le carnet sur le sol lentement, comme on dépose un fardeau trop lourd. Il retomba sur la terre humide avec un bruit sourd, rejoignant les ténèbres auxquelles il appartenait. Je ne voulais plus le toucher. Il m'avait donné le vertige, pas la vérité. Alors, la main tremblante, j'étendis mes doigts vers la première liasse, celle liée d'un ruban bleu passé, si délicate qu'elle semblait pouvoir se déchirer sous le souffle. Je caressai du bout des doigts le papier froid, fragile, et sentis mon cœur reprendre un rythme plus vivant. Peut-être là, dans ces lettres nouées de rubans se cachait enfin une voix humaine, peut-être celle de la femme, peut-être celle d'Henri, ou peut-être la vérité, la seule qui restait à découvrir. Le paquet de feuillets que je tenais dans ma main, lié d'un ruban bleu pâle fané, dégageait une impression à l'opposé du lourd carnet de cuir que j'avais rejeté à terre. Là où le carnet exhalait la froideur du secret et de la mort, cette liasse semblait porter quelque chose de plus doux, de plus humain, peut-être la trace d'une émotion, d'un souvenir, d'une larme séchée. Et pourtant, même ce ruban si délicat, si fragile, appartenait au même coffre, au même monde ténébreux d'Henri. Je savais que l'ombre du secret planait sur cette douceur apparente, et cette pensée glaça d'avance la petite étincelle d'espoir qui s'allumait en moi. Je tentais de dénouer le ruban, mais le tissu, raidi par l'humidité et le temps, résistait comme de la pierre. Ses fibres semblaient soudées entre elles, formant un nœud d'une obstination presque surnaturelle. Chaque seconde passée à tenter de le délier me faisait sentir que je brisais quelque chose de plus qu'une ficelle, que je violais une barrière posée avec une volonté farouche, plus forte que celle qui avait scellé le carnet. Enfin, le nœud céda, s'effilochant entre mes ongles, et les morceaux du ruban tombèrent, inertes, sur la terre humide. Sous mes doigts, il ne restait qu'un tas de feuillets jaunis, rigides,
gondolée par le temps. Je retenais mon souffle. La lampe tremblait dans ma main. Le papier du dessus était plus épais, presque cartonné. Je le soulevai avec précaution et la lumière révéla non pas des lignes d'écriture, ni une lettre, ni un conte, mais une photographie. Une très vieille photographie. Les bords dentelés, blanchis par le temps, la surface parsemée de taches chimiques qui brouillaient les contours, une image fantomatique. Je rapprochai la lampe. Le cliché n'était pas un paysage, ni une maison, mais la silhouette d'un nourrisson. Un bébé emmailloté dans une couverture de dentelle ancienne, tenu dans des bras qu'on ne voyait presque pas, le visage du porteur effacé par la lumière. Le regard du nouveau-né, lui, était fixe, étrange, absent. Et je compris aussitôt. Ce n'était pas un souvenir, c'était une preuve. Le visage innocent de ce bébé donnait une forme aux mots qui m'obsédaient depuis le carnet, les manettes, le dépôt, le disparu. Mon souffle se bloqua. Henri, mon mari, mon compagnon de toute une vie. Son secret n'avait rien à voir avec l'argent, ni avec des dettes. Il s'agissait d'une vie, d'un enfant, d'un péché qu'aucune prière ne pourrait effacer. Saisi d'une panique froide, je fouillai le reste du paquet, écartant les feuillets, cherchant un nom, une date, un mot. Mais chaque photographie que la lampe dévoilait me plongeait un peu plus dans l'horreur. Toujours le même enfant, le même visage, immortalisé sous différents angles. Pas une inscription, pas une trace de tendresse. Juste une série de clichés cliniques, méthodiques, presque administratifs, des images sans âme, prises non pour aimer, mais pour attester. Sur mes genoux, la pile de photos formait un cimetière silencieux. Les yeux éteints de ce bébé sans nom me fixaient de toutes parts. Je ne tenais plus un souvenir, mais une accusation. Et tout à coup, je compris que le mot « dépôt » n'était pas un objet, mais un être que l'on avait perdu, un être que Henri avait, d'une façon ou d'une autre, échangé. Tandis que mes mains tremblaient au-dessus de cette collection de fantômes, mon regard fut attiré vers le fond du coffre. Là, dans l'ombre, restait une autre liasse, liée cette fois d'un ruban rose. Un dernier paquet, plus petit, plus discret, mais qui semblait m'attendre. Et dans mon cœur brisé, malgré la peur, une dernière étincelle d'espoir ou de terreur se ralluma. Je ne pouvais plus soutenir le regard vif de ces photographies, ces portraits pâles, spectres d'un enfant sans nom. Alors, d'un geste tremblant, je les reposai sur la terre humide, les abandonnant à l'obscurité d'où ils venaient. Mais sous la peur, sous la nausée, quelque chose persistait. Un dernier éclat d'espoir, une curiosité brûlante. Car au fond du coffre, éclairé par le halo fragile de ma lampe, il restait encore une liasse, une dernière. Elle était liée d'un ruban rose, délavé mais soigneusement noué, presque tendre dans sa simplicité. Et en le voyant, je sentis qu'il contenait quelque chose de différent. Pas une liste, pas une preuve, mais une voix. Peut-être sa voix, celle de la femme à l'écriture parfaite. Peut-être la confession que j'attendais. Peut-être l'histoire du dépôt perdu. Je tendis la main. Le papier, plus fin, plus doux au toucher que les autres, vibrait presque dans ma paume. Le ruban,
Lui était durci par l'humidité, collé à lui-même comme une cicatrice ancienne. Je perdis patience et dans un élan d'impatience mêlé de peur, je l'ai déchiré net. Le nœud céda d'un coup sec. Les lambeaux roses tombèrent, inertes sur la terre. Sous mes doigts, la première feuille apparut. Un papier délicat, presque translucide. Un vrai papier à lettres. Et sous la lumière, je vis tout de suite ces lettres familières, la même écriture que dans le carnet, cette écriture féminine, régulière, d'une beauté douloureuse. Mais cette fois, ce n'était pas une liste codée. C'était un texte dense, passionné, sans marge, sans respiration, un flot d'émotions, un cri, un aveu. Et le nom d'Henri revenait sans cesse, tracé plusieurs fois, presque suppliant. Mon cœur se serra. Ce n'était pas un registre, c'était une lettre d'amour. Je rapprochai la lampe, mes yeux fixés sur le début, là où le cœur s'exprime toujours avant les mots, et je lus d'une voix étranglée. Mon cher Henri, mon seul maître d'âme. Les mots me transperçaient. Le froid de la cave s'effaça. Je ne sentais plus que la brûlure, la morsure de l'humiliation. Ce n'était pas une note d'affaires, ni le rapport d'une mission. C'était une déclaration, une promesse, une passion. Henri, mon mari, mon compagnon de 50 ans, avait été avant moi l'homme d'une autre femme. Et cette autre femme l'avait aimé d'un amour si total qu'elle le nommait âme de son âme. Moi, Madeleine, je n'étais que la suivante, la survivante d'un amour éteint avant même ma rencontre avec lui. Toute ma vie venait de s'effondrer sous ces deux mots, mon cher Henri. Les larmes coulèrent, je l'empresque sur mes joues. À travers ce brouillard salé, je cherchais à lire plus loin pour comprendre jusqu'où s'étendait cette trahison. Soudain, au milieu des phrases, j'aperçus un mot qui figea mon souffle. Notre dépôt. Puis plus bas. Notre fille va-t-elle bien? Protège notre fille, je t'en supplie. Je relus, incrédule. Notre fille, pas à leur opération, pas à leur cargaison, une enfant. Tout s'éclaira, brutalement, terriblement. Le dépôt du carnet, le convoi perdu, les photos de ce bébé solitaire, tout prenait sens. Henri avait eu un enfant, une fille, avec cette femme, un secret vivant qu'il avait caché sous mes pieds pendant toute une vie. La vérité, nue, implacable, me traversa comme un coup de tonnerre. Ce coffre, ces listes, ces images n'étaient pas les vestiges d'une mission ou d'un trafic, c'était le tombeau d'une histoire d'amour interdite. Et l'enfant, leur enfant, était sa témanette, ce dépôt dont la trace s'était perdue. Je restais pétrifié, les doigts crispés sur la lettre, le cœur broyé entre rage et vertige. Toute ma vie, j'avais dormi à côté d'un homme dont le passé reposait ici, dans ce coffre. Et ce passé avait un nom, un visage, et désormais une fille.
sur mes genoux, entre mes doigts tremblants, le paquet de lettres lié d'un ruban rose pâle ne contenait plus seulement les traces d'une ancienne trahison, mais les premières pages d'une tragédie, celle d'une enfant dont j'ignorais jusqu'à l'existence, une petite fille portant le sang de mon mari, Henri. Le mot « notre fille » avait glacé mon cœur bien plus violemment que le froid de la cave. Je me mis à lire les lettres une à une, haletante, les mains moites, consciente que chaque feuillet me menait un peu plus loin dans l'abîme. Les phrases, d'abord pleines d'amour et de douceur, se transformaient peu à peu en cris désespérés. La femme suppliait Henri, le conjurait d'agir, de sauver leur enfant. Ses mots se brisaient sous la peur. Elle disait que les personnes qui cachaient la petite avaient été découvertes, que l'enfant n'était plus en sécurité, qu'il fallait la déplacer. Elle parlait d'un dernier convoi. Le dernier convoi, la seule chance de salut. Elle écrivait que le temps pressait, que le silence d'Henri pouvait les condamner tous. Je sentis mon souffle se figer. Mon esprit retourna au carnet, à la dernière ligne griffonnée. Le dépôt est perdu. Je relevai les dates, celle du carnet, celle de cette ultime lettre. Elles coïncidaient. À la minute près, tout s'était joué ce jour-là, au même instant. Au fond de la pile, je trouvai un morceau de papier brûlé, minuscule, presque réduit en cendres. Les derniers mots y tremblaient, l'encre diluée par les larmes. Le convoi est parti, Henri, notre fille n'est pas revenue. L'âme de ton âme a perdu la sienne. Je restais pétrifiée. Ces mots, ces cendres, étaient tout ce qui subsistait d'une mère, d'un enfant, d'un amour et d'un homme que je croyais connaître. J'avais cru que le coffre enfermait un secret, une faute, une trahison. Mais non, il contenait un tombeau, le tombeau de la première vie d'Henri, celle qu'il m'avait cachée, qu'il avait ensevelie sous nos années de bonheur. Sur le sol, devant moi, les preuves de cet existant gisaient éparpillées, le carnet glacé aux listes codées, les photos d'un bébé sans nom, et les lettres tachées de larmes, d'amour et de peur, tous ceux que Henri avait tenté d'oublier, tous ceux que j'aurais préféré ne jamais connaître. Je levai la lampe une dernière fois vers le fond du coffre. Il n'y avait plus rien, rien que le bois pourri, un peu de terre humide, et le vide, ce vide profond qui me regardait comme un miroir. C'est là, dans le silence glacial de cette cave, que je compris enfin. Toute ma vie, tout ce mariage de 50 ans, toute cette comédie de tendresse et de droiture, tout cela n'avait été qu'un décor, bâti sur la tombe d'une autre femme et d'un enfant disparu. Henri n'avait jamais partagé son cœur avec moi. J'avais vécu aux côtés d'un homme dont l'âme appartenait à d'autres, à celle qu'il avait perdue. Et moi, je n'avais été que la compagne de son ombre. Henri n'avait pas seulement enterré un secret ici, il avait enterré sa vie, son amour. Sa fille, et comme cette femme l'avait écrit de sa main tremblée, son âme. Je compris alors qu'il était mort 2 fois. La première, il y a tant d'années, dans cette cave, le jour où il avait scellé ce coffre, le jour où il avait perdu l'âme de son âme, et la seconde, l'année passée, dans notre lit, à mes côtés, sous le poids de ce secret qu'il avait emporté jusqu'à son dernier souffle. Et moi, j'avais pleuré la mauvaise mort. Dans le froid de la cave, plus mordant encore que l'humidité des murs,
je restais seule face à la vérité, cette vérité que je venais d'exhumer. Un mensonge de 50 années, un amour bâti sur la tombe d'un autre. Et tandis que mes doigts tremblaient, ils se mirent à rassembler, un à un, les vestiges de cette vie étrangère, non plus avec rage, mais avec la lenteur d'un rite funéraire, comme on referme un cercueil. Je remis d'abord en place les lettres, celle de la femme inconnue, la maîtresse d'Henri, l'âme de son âme, qui criait sa passion et sa perte, je les déposais au fond du coffre, à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Puis, sur ces mots brûlants, je posais les photographies, les portraits glacés, sans émotion, de l'enfant sans nom. La mère et la fille, enfin réunies, la chaleur et la glace, le cri et le silence, deux visages d'un même enfer. Mon regard tomba ensuite sur le carnet, posé à terre, ce registre glacial qui avait tout commencé. Je l'ouvris une dernière fois. Sur la dernière ligne, l'encre tremblait, disait encore « Le dépôt est perdu ». Et dessous le vide, cette blancheur sans fin. Je comprenais désormais, Henri, avec cette femme, n'avait pas seulement perdu un enfant, mais tout un avenir. Dans ma paume, le petit papier que je gardais serré, son billet, son ordre, ces deux mots, « Sois patiente ». Je le glissais entre les pages du carnet, à sa place d'origine, juste avant la fin, puis je refermais le cuir épais. C'était plus qu'un livre, c'était un tombeau. Sur ce carnet, je déposais les lettres et les photos. Et par-dessus tout cela, je repris le lourd velours couvert de poussière, celui que j'avais arraché au début. Je le ramenais sur le tas, comme on tire un drap sur un corps. Je savais que cette fois, c'était pour toujours. Je venais d'ensevelir l'âme de l'homme que j'avais aimé. Enfin, je baissais le couvercle, lentement, sans colère, sans hâte. Le bois gémit, ses charnières crièrent comme des pleurs étouffés. Puis le couvercle se posa, dans un bruit sourd et profond qui résonnait dans toute la cave. Ce son, ce choc lourd du bois contre le bois, ce n'était pas seulement la fin d'un secret, c'était le clou final dans le cercueil de mon mariage, le dernier battement du cœur de ma vie. Je pris alors le cadenas. Ce morceau de fer, jadis symbole de protection, n'était plus qu'une relique d'infidélité. Je le tenais dans ma main. Le métal glacé me brûlait la peau. Je le replaçais dans son anneau rouillé, sans raison, sans but. Ce n'était pas pour enfermer un secret, mais pour sceller un serment, celui de garder pour moi ce que j'avais vu, ce que j'avais lu, ce que j'avais compris. Désormais, le gardien du secret, c'était moi seule. Et dans ma main gauche, je tenais encore la clé, lourde, décorée, maudite. La clé qui avait ouvert l'enfer. Je la regardais, hésitant à la jeter, à la garder, à m'en faire un talisman ou une croix. Mais je restais là, immobile, assise au milieu du silence, dans cette cave où tout s'était achevé,
tenant dans mes 2 mains le symbole d'une vie détruite, un cadenas inutile et la clé d'un amour mort. Mes genoux tremblaient, plus à cause du poids de mes 82 ans que de mes rhumatismes, mais surtout sous le fardeau invisible de ce que je venais de découvrir. Une trahison, un drame, un mensonge vieux de 50 ans. Appuyé contre le mur humide, j'aspirais une dernière bouffée de cet air glacé et malgré la douleur de mes articulations, malgré la brûlure dans ma poitrine, je me redressais lentement, centimètre par centimètre, comme si chaque mouvement devait me briser un peu plus. Une fois debout, je me retournais vers le coin sombre où reposait le coffre. Ce n'était plus pour moi un mystère, mais un tombeau. Le tombeau de l'âme d'Henri, de la femme qu'il avait aimée et de l'enfant qu'il n'avait pas su sauver. Je compris alors que j'en étais désormais la seule gardienne, la seule vivante à porter ce poids. Dans ma main, la clé, lourde, glacée, décorée de motifs que la rouille n'avait pas effacés. Je la serrais sans savoir quoi en faire. Devais-je la cacher à nouveau dans la pierre, l'emporter avec moi? Je ne savais pas. Elle brûlait dans ma paume comme un symbole, comme une blessure. Je tournais le dos au coffre et n'avais plus rien à me dire. J'en avais tiré tout le venin et désormais ce venin coulait en moi. Je portais la faute d'un autre, la honte d'un mort. Je levai la lampe, dirigeant sa lumière tremblante vers l'escalier. Les marches humides grincèrent sous mon poids. Je songeais au petit filet d'eau tombant du plafond, celui qui m'avait conduite ici, et un sourire amer me traversa. Cette fuite, ce minuscule incident n'était plus qu'un détail dérisoire dans une vie bouleversée. Je gravis les marches lentement, quittant les ténèbres comme on quitte une tombe. En haut, je refermai la lourde porte de bois. Le bruit sourd de la serrure résonna dans la maison, scellant derrière moi non pas une cave, mais un mausolée. Ce claquement ne marquait pas la fin d'une nuit, mais la fin d'un mariage, la fin d'une illusion. Chaque respiration que je prenais semblait alourdir un peu plus le poids de ce secret. Lorsque j'entrai dans la cuisine, ma cuisine, l'endroit familier où j'avais ri, cuisiné, aimé, je la vis autrement. Froide, étrangère, fausse. Tout ce qui m'avait paru chaleureux, intime, n'était plus qu'un décor dressé sur le mensonge d'un homme. Je baissai les yeux vers la clé, toujours serrée dans ma main. Cette clé n'ouvrirait plus jamais rien. Elle ne devait ni disparaître, ni être oubliée. Elle devait rester là, à portée de mon regard, le souvenir tangible du secret que je portais désormais seul. Je décidai que je la garderais dans le tiroir de ma table de chevet. Chaque nuit, avant de fermer les yeux, je saurais qu'elle était là, le fardeau de ma vie, le témoin de la sienne. Dans le silence de la maison, seule la fuite d'eau goûtait encore, régulière, obstinée. Mais pour moi, le monde entier s'était arrêté. Ni la pluie,
Ni les saisons, ni le bruit du temps n'avaient plus d'importance. Ma seule tâche désormais était de veiller sur ce secret, de protéger la mémoire d'un homme que j'avais aimé sans jamais le connaître et d'emporter jusqu'à mon dernier souffle la honte de son mensonge et la ruine de notre bonheur. J'avais demandé « Que cache ce coffre ?» Je m'attendais à y trouver de l'argent, des lettres d'adultère, une dette ancienne. Mais ce que j'y avais trouvé, c'était son âme perdue, sa fille disparue et les cendres de mon propre bonheur. Et cela, je le compris en posant la lampe sur la table, ce serait désormais mon secret à jamais.